Bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc reprendre. Alors on a pris un petit peu de retard, on va chambouler un petit peu notre programme et on va commencer avec le docteur Cassan qui va nous présenter donc les applications à l'international, sachant que le thème donc de cette seconde table ronde sur les nouvelles technologies sont les smartphones et les tablettes, qui sont donc ces nouveaux outils qu'on voit arriver de plus en plus. Et puis l'ensemble des applications qui sont embarquées, bien entendu, sur ces terminaux, puisque ce ne sont pas les terminaux qui font la valeur ajoutée, mais bien ce que l'on met dedans. Docteur Cassan, je veux bien que vous me mettiez là. Je vous mets un petit coup de F5. Hop, vous êtes là. C'est gentil. Vous êtes là. Et c'est parfait. Merci. Merci, bonjour à tous. Tout d'abord, merci à mes co-intervenants de me laisser parler en premier du fait de mon intervention dans un autre endroit tout à l'heure. Moi, pour ma part, j'ai simplement à vous parler des applications à l'international, mais finalement, comme vous allez le voir, c'est tout à fait applicable. En tout cas, les principes sont applicables en France, et de façon à ce que, eh bien, on voit tout, mais en tout cas, on ne voit pas n'importe quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, le digital nous permet de très rapidement de mettre en place des produits, mais parfois ces produits ne respectent pas une charte qualité qui n'existe pas tant à l'international qu'au niveau national. Et peut-être que dans ce domaine, nous avons tous à y travailler de façon à ce que, eh bien, réellement, il y ait des produits corrects. Vous voyez, dans cet histogramme, c'est en septembre 2014, c'est un point. C'est un point de ce qui se fait. C'est 1,3 million d'applications qui sont en fait disponibles sur l'Apple Store, simplement. Donc c'est sans préjuger de ce qui se passe sur les autres types de plateformes comme Google, par exemple. Et vous voyez que ces nombres d'applications vont grandissantes. Lorsque l'on voit les types d'applications, eh bien, vous vous apercevez que finalement les applications médicales ou à destination de la santé ne représentent qu'environ 2% de l'ensemble de ces applications. Mais quand on voit évidemment le nombre de bases de ces applications, c'est évidemment des centaines de mille d'applications mises en route au niveau mondial, mais néanmoins, évidemment, bien moins que les jeux ou d'autres applications. Alors, que trouve-t-on en matière de premier secours sur ces applications? Eh bien, de tout. C'est clair qu'aujourd'hui, on va de la localisation, et vous aurez une excellente présentation en la matière sur la localisation en France. C'est vrai qu'on voit de la localisation de défibrillateurs, on voit du citoyen relais, c'est-à-dire se dire, après tout, ne peut-on pas établir une application qui permettrait de lancer un SOS pour que un premier intervenant, un premier citoyen vienne le plus vite possible avant que les secours arrivent. On voit également des bases de données de connaissances allant du bouquin, grosso modo informatisé, à des choses un petit peu plus interactives, vraiment de tout. Alors, dans le domaine, par exemple, eh bien, vous avez différentes applications qui sont pas mal faites au demeurant, qui ne sont pas mal faites au demeurant et qui sont parfois à destination des enfants. Et comme on le sait, aujourd'hui, ces applications sont pour des publics jeunes. C'est probablement dans ce domaine que l'on doit développer des produits de qualité. On va jusqu'au psychological first aid, c'est-à-dire que l'aide psychologique pourrait très bien, peut-être, pourquoi pas, après tout, il n'y en a pas 50, hein, mais pourquoi pas être une application proposée à nos secouristes. L'aide à la catastrophe. L'aide à la catastrophe, là, effectivement, on a un excellent produit venant des USA qui permet, eh bien, de recevoir toutes les informations en matière de tornades, en matière de cyclones, en matière de feux de forêt. Et ce sont des micro-applications qui permettent très largement d'avoir des informations et une aide précieuse pour les citoyens en la matière. Il y a aussi des manuels, beaucoup moins, à mon sens, des produits à mettre de ce type, parce que est-ce que l'on veut réellement lire quelque chose sur son smartphone ? Sur sa tablette, probablement. Maintenant, que ce soit juste un livre, est-ce que c'est le futur ?
En ce qui concerne également l'urgence cardiaque, elle se prête pas mal à cela, et en France, on en a eu quelques-unes. C'est vrai qu'il y a des applications en la matière et que, eh bien, on a enfin, comme je vous le disais au début de mon propos, des localisations à la défibrillation qui existent dans de multiples pays et qui permettent, le cas échéant également, là c'est une application qui permet également de localiser le premier intervenant au plus près de la victime, eh bien, de peut-être accélérer le fait de trouver un défibrillateur et effectivement aussi un premier témoin efficace. Donc c'est assez intéressant et c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait de trouver comme les Anglais aiment bien, ça c'est leur méthode, les super heroes, c'est de dire effectivement en tout cas, renforcer cette dynamique citoyenne, sans avoir peur de « oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver si je vais aider celui qui est au plus proche ?» On le sait aujourd'hui, 7-8 minutes d'intervention des sapeurs-pompiers, une douzaine, une quinzaine, une vingtaine de minutes en fonction des lieux des SAMU. C'est vrai, et vous le savez, vous êtes les premiers intervenants dans ce domaine de l'éducation, eh bien, il faut que le premier citoyen fasse le geste. Si ces applications peuvent l'aider à arriver à aider son prochain et puis à lui donner quelques aides-mémoire, eh bien, ce serait effectivement efficace. Il y a des applications françaises, mais je ne les ai pas mis volontairement sur ma présentation, de façon à être totalement neutre et sans conflit d'intérêts. Voilà donc les applications qui existent au niveau de l'international. Et puis il y a même hier cette intervention de la protection civile en matière de secours à animaux. Eh bien vous le voyez, elle existe aussi au niveau informatique. Il y a des applications à destination de ceux qui ont leurs animaux malades. Et à ce moment-là, eh bien j'ai une petite application qui m'aide en la matière pour leur porter secours. Alors, mais que dit la science ? Que dit la science, et ça sera la fin de mon propos, eh bien, on a effectivement des études scientifiques sur ces applications. Et eh bien, on s'aperçoit que, eh bien, tout d'abord, lorsque l'on fait un checking de ces applications, eh bien, il y en a beaucoup. Il y en a peu de qualité. Et que, en fait, lorsque des experts s'intéressent à ces applications. Là, c'était dans le domaine de l'urgence cardiaque. Vous voyez qu'on part de 54 applications sur le marché et seulement 4 étaient effectivement en accord avec les recommandations 2010. Donc là, c'est le message à avoir, c'est surtout allons vers le grand public et vous, prescripteurs, prescrivez les bonnes. Et n'ayez pas de conflit d'intérêts et attention, faisons en sorte que eh bien, les gens aient également à leur disposition de bons outils. Une autre étude qui est parue en 2014, donc extrêmement récente, pareil, 61 applications étudiées, seulement 5 de recommandables. Et ça, donc, je crois qu'on n'a pas le droit de faire de l'argent sur un geste de secours. On doit absolument être efficace. Il est tout à fait louable d'envisager des nouveaux outils, mais ils doivent être de qualité. Et hélas, cette qualité, eh bien, c'est vrai que là encore, eh bien, 40 000 applications. 40 000 applications santé, cette fois-ci tout confondu, pas seulement les applications pratiques, eh bien, on a clairement, les auteurs ont identifié la nécessité, en tout cas, d'un état de l'art et en tout cas de normes à définir en matière de premier secours. Alors en conclusion, eh bien, c'est quoi une application idéale ? Une application idéale, c'est vrai que ça doit être en accord avec les directives internationales scientifiques. Elle doit avoir été contrôlée sur un plan technique et avec de réels experts, et pas seulement quelqu'un qui a envie de se faire plaisir. Elle doit être facile à utiliser, et donc ça veut dire qu'il y a non pas seulement des scientifiques qui y travaillent, mais des gens qui sont experts dans le domaine de la publication, sur le plan de la communication. Et puis, évidemment, elle doit répondre à un contrôle qualité, une norme. Est-ce qu'elle va exister, cette norme, dans le futur ? Peut-être, pourquoi pas. En tout cas, aujourd'hui, les applications doivent être construites par une équipe pluridisciplinaire, ça c'est certain, avec des médecins, des formateurs, c'est absolument indispensable, mais aussi des communicants, des graphistes qui savent comment communiquer auprès du grand public, et enfin des techniciens de l'informatique qui manient au mieux ces applications. Voilà, je vous remercie de votre intérêt. Merci, docteur. Avant de continuer et de voir des outils qui existent, est-ce que vous avez des questions à poser au docteur Cassan ?
Pas de questions, ça a dû être très clair, parfait. Merci beaucoup. Monsieur Barret, où est Monsieur Barret? Voilà. Je vous voyais plus. Eh ben voilà, vous passez tout de suite. Ça ira? Oui. Il n'y a pas de problème. Bien. Ce qu'on a entendu, et je vais peut-être résumer un petit peu ce que disait le docteur Cassan pour fixer les idées, et ce qui va nous permettre, parce que vous m'avez offert, docteur, une transition parfaite. Vous avez parlé de beaucoup de typologies d'applications différentes. On a entendu parler de localisation, on a entendu parler de bases de données de connaissances, on a entendu parler du jeune public. Il y a différents sujets dont on n'a pas forcément entendu parler, qui sont la logistique, qui permettent aux acteurs de donner les premiers secours de manière correcte. Et ben en fait, on va parcourir avec les différentes présentations qu'on va voir là, l'ensemble, alors peut-être pas de manière exhaustive, mais un scope, ma foi, relativement exhaustif de ce qui se fait, et de ce qui se fait en France en l'occurrence. On va commencer donc avec vous, Fabrice Barret, du SDIS 91. Vous allez nous présenter... Alors attendez, je vais vous aider. Vous y êtes presque. Je cherche la souris. Alors, en fait, je pense que... C'est un PowerPoint. Ouais. C'est bon, c'est présenté. Voilà. Il faut juste vous m'indiquer, je suis dans le bon mode. Alors, vous êtes dans le bon mode. Vous avez le pointeur laser qui est sur le bouton du haut. Très bien. Puis à droite et à gauche. Très bien. Bien, mais bonjour à tous. Alors, il y a certaines redites avec les précédentes présentations, mais vu le renouvellement de la salle, je ne doute pas que vous découvriez certaines notions qui ont pu être évoquées tout à l'heure. Donc, l'objet de ma présentation s'appuie, et je suis un peu à l'interface entre la première partie de la matinée et ce qui a pu être présenté jusqu'à présent dans le cadre des tablettes, et donc un retour d'expérience sur un projet mené aux SDIS de l'Essonne et dont j'ai la charge. Alors, tout d'abord, le contexte. Beaucoup de choses ont été dites. Et je voudrais mettre un peu le focus sur l'objectif de notre projet au sein du service départemental d'incendie de secours de l'Essonne, qui consistait à améliorer la prise en charge des victimes en s'appuyant sur une expérimentation qui a été menée en juillet 2010 sur 2 SAMU ainsi que le SMUR du bataillon des marins-pompiers, qui avait utilisé à des fins expérimentales une tablette qui embarquait certaines données qui a trait à la prise en charge des victimes et donc au bilan. Nous devions chercher à faciliter et fiabiliser la transmission des bilans depuis le terrain. Transmettre l'essentiel, puisqu'on a évoqué ce matin les contraintes techniques, et notamment sur les difficultés pour transporter autre chose que de la voix, et on a beaucoup parlé d'images et de vidéos, donc c'est en dehors du périmètre que nous nous étions fixés pour garantir la réussite de notre projet, qui au demeurant, vous allez le voir, est assez complexe malgré tout. Et bien sûr disposer des données métiers sur un terminal embarqué, ce qui reste assez fondamental et simple. Bien sûr, tout ça s'inscrivait dans notre projet de migration sur le réseau numérique Antares. Le cadre réglementaire, bien sûr, puisqu'on ne peut s'affranchir de ces contraintes-là. Elles sont techniques, elles sont en l'occurrence là réglementaires. Donc l'ordre de base national des systèmes d'information et de communication, le référentiel SAPAMU, qui doit parler à beaucoup d'entre nous dans la salle. Je n'ai pas repris les termes, mais simplement citer les paragraphes où ce que je vais présenter par la suite est précisément indiqué. Le cadre certificatif, qui a été longuement évoqué préalablement, donc avant 11 heures. Donc bien évidemment, on est dans ce cadre-là, et le choix du produit qui en découle ne peut que s'appuyer sur ce cadre certificatif, donc la NF 399, logiciel sécurité civile, qui permet donc de pouvoir certifier les flux de données entre différents systèmes, et donc en l'occurrence le produit dont je vais vous parler juste après. Le fonctionnement du GT 399 a été évoqué ce matin, je ne reviendrai pas dessus, mais s'il y a des questions à l'issue, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc avec un engagement bien sûr de tous les partenaires, que ce soit la santé ou les services d'incendie de secours. Le terme d'interopérabilité, là encore, qui a été évoqué à plusieurs reprises, eh bien, il y a 2 manières de traduire cette notion d'interopérabilité. En tout cas, c'est ce que j'observe dans le paysage des systèmes d'information et de communication. La première solution que l'on voit parfois, qui est de disposer d'un outil unique et commun à tous les services qui ont vocation à échanger des données. C'est une vision des choses. L'autre solution consiste à disposer d'outils propres,
à chacun par rapport à ses besoins, par rapport à ses particularités sur lesquelles on s'étend souvent, mais par le mécanisme d'un langage commun, et donc ces échanges entre systèmes, eh bien, permettre de pouvoir avoir une réelle interopérabilité. C'est bien évidemment sur ce registre-là que s'inscrivent tous les travaux qui sont menés tant au niveau du groupe de travail 399 de l'AFNOR que dans le cadre de notre projet. Donc forcément sur un outil propre, un choix propre au SDIS, mais garantissant une interopérabilité totale avec tout ce qui va graviter autour. Alors le projet maintenant, donc un premier schéma pour expliquer en quoi consiste-t-il. Projet assez vaste, puisqu'en fait on part bien du terrain, on utilise un réseau qui est celui qui est destiné à tous les services qui concourent à des missions de sécurité civile, et nos différents systèmes. Donc en premier lieu le système de notre centre de traitement de l'appel et centre opérationnel départemental d'incendie de secours avec son propre serveur. Dans ce que l'on peut observer au niveau national, je vous indique en haut à gauche une liste non exhaustive de services départementaux d'incendie de secours qui ont un état d'avancement plus ou moins variable en fonction de leur projet. Parmi ces différents SDIS, il y en a qui sont en service et en production aujourd'hui, comme le SDIS de la Dordogne et celui de la Corrèze, d'autres qui sont en cours de déploiement, comme le département de l'Essonne, et d'autres qui sont en phase d'étude. Voilà, donc c'est pour vous donner un petit peu le sens du paysage actuel sur ce genre de produit. La Dordogne et la Corrèze, que j'ai citées, sont allés plus loin que notre projet initial au niveau de la Dordogne en utilisant des équipements multiparamètres qui permettent de recueillir des informations et là encore de les transporter jusqu'à la destination de la victime. Une particularité essonnienne qui facilite grandement les choses au niveau de notre projet, c'est que nous disposons d'une plateforme commune avec le centre d'appel du 15. Voilà. Donc quelques éléments contextuels. Alors le projet s'appuie sur ce que l'on appelle dans le jargon de l'ANF un TIE, un terminal informatique embarqué. Donc en l'occurrence un terminal qui, à l'occasion d'une procédure marché public et de la société TPL System qui est présente sur le salon. Donc un produit certifié NF avec un support véhicule qui permet de le mettre à bord de nos véhicules de secours et d'assistance aux victimes. Je vous ai indiqué quelques caractéristiques sur le produit sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Ce qui est important à retenir, c'est que ce terminal informatique embarqué est appairé par un système Bluetooth, bien évidemment validé et autorisé par l'opérateur qui est le ministère de l'Intérieur. Et donc, ce terminal, il faut le voir comme un modem de transport des données qui permet de remonter par le réseau Antares. D'un point de vue fonctionnel, le bilan, puisqu'on a évoqué l'aspect applicatif, donc d'un point de vue fonctionnel, le bilan est conforme bien sûr au périmètre NF399, avec la possibilité néanmoins de bénéficier de certaines personnalisations, tout en respectant ce cadre certificatif, avec des évolutions qui ont été apportées par un groupe en interne au SDIS de l'Essonne pour essayer de s'adapter au mieux à nos contingences locales. La trame globale reste quelque chose de standard par rapport aux préconisations NF. Alors d'autres illustrations, puisque les évolutions des différentes versions NF 399 permettent d'enrichir un état transmis. Donc la dernière évolution porte sur un découpage de la tête d'une potentielle victime pour pouvoir localiser de manière plus précise les différentes lésions. Alors un point particulier concernant ce genre de valeur ajoutée, donc l'électrocardiogramme, le département de la Corrèze utilise aujourd'hui ce genre de tracé recueilli par un outil périphérique et qui est transmis jusqu'au centre de régulation des appels du 15 et qui a fait l'objet d'une validation au préalable d'un responsable d'un service cardiologie au centre hospitalier de Brive ou de Tulle. Je m'excuse de cette confusion. Dernier point important pour nous au niveau des utilisateurs, outre l'archivage, c'est le remplissage de notre compte-rendu de sortie de secours. C'est-à-dire que tout le travail fait et le temps passé par notre personnel sur opération est capitalisé au maximum puisque les éléments qui sont recueillis dans le bilan sont intégrés dans le compte-rendu de sortie de secours en temps réel, ce qui évite de reproduire cette tâche une fois rentré au centre de secours. Voilà, donc on essaye de capitaliser au mieux.
Le projet, bien sûr, puisqu'il est interopérable et interservice, nécessite une interconnexion entre les systèmes de gestion opérationnelle. C'est le terme consacré pour qualifier les systèmes utilisés dans les centres de traitement des appels des services d'incendie de secours, et avec notre système en face, qui est celui du SAMU, donc système de régulation médicale. Dans le cas particulier de l'Essonne, j'ai cité à titre d'information les deux noms des applications métiers utilisées. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est sur un échange qui relève de la certification NF. Donc aujourd'hui, on a des travaux engagés au niveau du système de régulation médicale de notre partenaire qui est le SAMU, et une implication pour donner une dimension régionale et locale pour le coup, puisqu'on est en Île-de-France, depuis septembre 2013, où on dispose d'un soutien et de nombreux échanges avec le bras armé de l'ARS, en l'occurrence le GCS décisif. Voilà. Bien sûr, pour mémoire, les R56 et R21 sont des référentiels techniques qui a trait à l'interopérabilité. Donc, c'est des éléments qu'on échange, sachant qu'une intervention, purement et simplement, dans le cadre d'une interconnexion 15-18, on est déjà confronté à ce type d'échange, de flux. Donc, tous les éléments sont transmis lorsqu'une demande de concours est adressée d'un service au profit ou à destination de l'autre. Alors, je finirai sur la situation actuelle concernant notre projet au SDIS de l'Essonne. Nous sommes actuellement dans une phase que l'on a qualifiée de pilote, qui met en œuvre dans 5 centres de secours 5 terminaux informatiques embarqués depuis novembre 2014. L'idée étant de stabiliser le comportement du produit, l'appropriation par les utilisateurs. Donc on est en conditions réelles avant de passer à une phase de production qui couvrira 100 véhicules de secours et d'assistance aux victimes. Il y a bien évidemment, puisqu'on utilise le réseau opéré par l'État, la nécessité d'obtenir l'accord de l'opérateur, donc les services de la Direction générale de la Gendarmerie nationale au niveau du STSI carré. Donc nous attendons impatiemment cet accord pour pouvoir passer à l'étape d'après. Le lien entre le système métier SDIS et SAMU, donc où nous sommes actuellement dans une situation un peu délicate de par la non-certification du logiciel du SAMU, ce qui fait qu'à l'heure où je vous parle, depuis avril 2013, il n'y a plus d'interface 15-18 de par la non-conformité du produit du SAMU face à un produit comme le nôtre qui est certifié. Donc c'est quelque chose que l'on attend, et les personnels, vous pouvez l'imaginer, très impatiemment, puisqu'on est dans un fonctionnement dégradé, compensé par la plateforme commune, mais d'un point de vue qualitatif, on est vraiment dégradé, donc on ne désespère pas que ça se décante rapidement. L'autre point difficile constitue, dans le paysage des centres hospitaliers divers et variés et établissements privés, la capacité à recevoir ce qui précédemment était remis en version papier. Donc aujourd'hui, on a un point difficile à ce niveau-là. Une sollicitation des centres hospitaliers s'est opérée. Pour information, un département comme le département de l'Essonne, situé au sud de Paris, un petit territoire néanmoins, transporte jusqu'à 60 centres hospitaliers différents, dont plus de la moitié sont à l'extérieur du département. Donc il y a là une réelle difficulté à doter les centres hospitaliers d'un système pouvant recueillir ce que précédemment on remettait de manière papier. Alors là, bien sûr, on a une solution technique qui n'est pas idéale, mais qui a été proposée aux centres hospitaliers dont certains se sont équipés aujourd'hui, pas la majorité bien évidemment, et on a un grand espoir dans un projet qui devrait être lancé incessamment sous peu, au mois d'avril, si les renseignements dont je dispose sont bons, par l'ARS pour améliorer les interconnexions 15-18 à l'échelle de la zone Île-de-France. Donc l'intention que l'on a et qui avait été évoquée avec eux en septembre 2013, c'est de disposer d'un système centralisé à l'échelle de la zone pour que chaque service puisse à la fois déposer et recueillir des éléments qui a trait à la prise en charge d'une victime. Voilà. Je pense être arrivé au terme de ma présentation. J'ai essayé d'être bref, de tenir les délais. Donc s'il y a des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup. Oui. Bonjour. J'ai une petite question. Il faut remonter le micro, voilà. Désolé, merci. Donc, mon commandant, bonjour. Une question à propos de votre système. Je prends l'exemple tout simple de la Manche, le 50,
qui est équipé depuis 1 an ou 2, je crois, du réseau Antares. Et ma question est, étant donné que les forces de l'ordre du département ne sont pas équipées du réseau Antares, car ils sont encore sous le réseau Ruby, si mes souvenirs sont bons, du coup, votre système apporterait-il vraiment une plus-value au sein du département pour les services de secours qui l'utiliseraient? Alors, vous l'avez compris, on est dans un périmètre de prise en charge de victimes. Donc notre partenaire privilégié est le SAMU et les moyens mobiles. Donc on est dans ce cadre-là par rapport au projet. Pour autant, pour répondre à votre question qui est un peu en dehors du périmètre, on parle là de l'interopérabilité et de l'interservice. Il y a aujourd'hui des passerelles techniques qui existent avec les réseaux utilisés par les forces de l'ordre. Alors bien évidemment, la police, c'est évident puisque la technologie est la même. Concernant un réseau comme Ruby qui est utilisé par une partie des forces de gendarmerie, pas toutes, puisque les forces mobiles sont équipées d'un réseau tétrapôle, eh bien, il y a des passerelles qui existent et depuis maintenant 3 ans, pour ce qui concerne la région Île-de-France et l'Essonne en particulier, on travaille avec les partenaires au travers d'un protocole qui est sur le point d'être signé par la préfecture et tous les acteurs pour pouvoir identifier et écrire les règles d'emploi des ressources communes qui existent, qui permettent de communiquer en manière totalement transparente pour les utilisateurs en interservice pour faire de la coordination. Voilà, donc je pense qu'on est plutôt dans ce registre-là que l'aspect secours à victimes, mais c'est un des volets du projet. D'accord, merci mon commandant. Merci. Une autre question éventuellement? Oui, j'étais que... Visiblement non. Je vous remercie. Je vais laisser la parole maintenant à Madame Claire Petit-Boulanger et on va parler du Rescue Code. On reste dans le domaine des secours et notamment du monde des sapeurs-pompiers. Et on va se rendre compte qu'on peut impliquer l'outil tablette qui est l'outil pour l'utilisateur final, mais qui a d'autres implications et notamment l'implication du citoyen avec son véhicule. À droite, le pointeur, ça pour avancer. Voilà, exactement. Ça marche. Le pointeur. Bonjour à tous. Je suis Claire Petit-Boulanger, je travaille chez Renault, je suis responsable en sécurité tertiaire, c'est-à-dire que nous nous préoccupons de l'intervention des secours pour pouvoir les aider à prendre en charge nos clients lorsqu'ils sont victimes d'un accident de la route. Et après, je suis... ce qui explique que nous sommes deux. Je suis ici avec le capitaine Jérôme Langlois du SDIS 44, avec qui nous avons développé l'application que je vais vous présenter, qui s'appelle le Rescue Code. C'est une application qui existe depuis juillet 2014, mais qui est encore un peu confidentielle, donc je suis très contente de pouvoir profiter de cette session pour vous en parler. C'est une application qui a été développée pour pouvoir mettre à disposition rapidement et efficacement des services de secours de toutes les fiches d'aide à la désincarcération. Je ne sais pas si vous le savez, mais tous les constructeurs, ou presque tous, font pour chacun de leurs modèles une fiche d'aide à la désincarcération pour les pompiers, de manière à ce qu'ils puissent intervenir au mieux et en toute sécurité pour eux et pour les victimes de l'accident quand ils arrivent sur un accident de la route. Le problème pour les pompiers, c'est que toutes ces fiches sont effectivement sur les sites des différents constructeurs ou sur le site de la Direction de la sécurité civile en France, mais pour les constructeurs des autres pays, c'est plus compliqué à les obtenir.
l'utilisation peut être faite uniquement en les imprimant. Donc vous imaginez 1600 fiches, comment on peut s'en servir quand on arrive sur une intervention. Donc notre idée toujours était de se dire il faut que l'on rende la vie la plus facile possible au service de secours. Comment y remédier? Donc bien sûr, on a pensé que l'usage d'une tablette ou d'un smartphone pouvait être très utile dans ce contexte. Alors voilà du coup l'innovation qui en a découlé, qui se passe à 2 niveaux différents en fait. Donc là le Rescue Code, on va dire que c'est la cerise sur le gâteau, c'est le fait de pouvoir équiper tous les véhicules d'un sticker pour l'instant, et ensuite on va travailler sur le fait de pouvoir le mettre dans le gravage de nos pare-brises. Ce Rescue Code en fait est associé à chacun des modèles. Et les services de secours, quand ils arriveront sur un accident et qu'ils verront ce Rescue Code qui est apposé, donc vous voyez sur la partie avant droite du pare-brise, et également il y a un deuxième exemplaire sur la partie arrière gauche, sur la lunette arrière, pour permettre dans tous les cas possibles, espérer d'avoir un des deux à peu près intact. L'idée, c'est qu'en arrivant avec l'application, on scanne ce Rescue Code et on obtient immédiatement la fiche. On vous fera voir tout à l'heure parce qu'on a amené une tablette et puis un Rescue Code pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, juste là, on va passer très vite, c'est juste pour vous rappeler donc, à quel endroit on se situe, hein, bien sûr. Il y a des tas de systèmes qui sont développés par tous les constructeurs automobiles pour améliorer la sécurité des conducteurs, enfin, des occupants de leurs véhicules. La sécurité primaire pour éviter l'accident au mieux, la sécurité secondaire pour protéger au mieux les victimes d'un accident, et la sécurité tertiaire pour aider au mieux les services de secours qui doivent prendre en charge les victimes. Là, je vais passer vite parce que je pense que le but du sujet, c'est plus ce qui va se passer maintenant. Donc, vous le savez, c'est pas moi qui vais vous dire ça, mais bien sûr, pour vous, c'est une course contre la montre pour les services de secours de prendre en charge les victimes d'un accident de la route, en particulier parce que le nombre de décès le plus important se passe, hélas, dans la première heure essentiellement qui suit l'accident de la route. Comme vous le voyez ici, c'est une étude ancienne, donc ça veut dire qu'on le sait depuis longtemps. Et donc, du coup, nous, ce que l'on veut... Alors, normalement, j'ai un pointeur. Le voilà. Donc, voilà. Nous, ce qu'on veut faire, c'est pouvoir effectivement contribuer à l'intervention des services de secours dans cette partie-là, en les aidant à intervenir le plus rapidement possible. Et du coup, pour que les équipes médicales puissent intervenir sur les victimes de l'accident, il faut que les équipes qui vont découper le véhicule aient pu faire leur travail en toute sécurité pour eux, le plus vite possible, et aussi en toute sécurité pour les victimes. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, le développement de cette application a été fait en tripartite, donc avec, comme je vous le disais, le SDIS 44 ici présent, et une start-up en fait qui s'appelle Desincar, qui a fait le développement des fiches. Donc, du coup, comme je vous l'expliquais, toutes ces fiches existent. Encore faut-il les trouver, et elles existent dans différentes langues puisque effectivement elles sont d'habitude faites dans la langue du constructeur. Donc Desincar a récupéré toutes les fiches, plus de 1600 actuellement, les a toutes traduites puis numérisées. Donc en fait on a notre base de données. Après, il fallait en fait s'assurer que toutes ces fiches étaient intuitivement compréhensibles, enfin l'accès par les pompiers. Donc en fait on a fait une première série de tests avec le SDIS 44. Une première phase de l'application a été mise en route. Le SDIS 44, avec un certain nombre de tablettes, a travaillé sur des accidents et a estimé, et du coup a testé l'intuitivité de la tablette et du coup a remonté des éventuelles modifications de manière à ce que ça soit le plus intuitif possible. Et du coup on est arrivé au final à l'application telle qu'elle existe maintenant. Donc finalement je rebondis sur votre intervention, docteur, du départ, qui disait qu'effectivement une application, c'est important qu'elle soit faite en mettant dans la boucle les utilisateurs pour être sûr qu'elle va correspondre à leurs besoins. Et donc, c'est ce qui a été fait dans ce cadre-là. Donc là, Jérôme, ce serait plutôt à toi d'expliquer, parce que je ne vais pas prendre la place d'un pompier pour raconter la vie du pompier. Donc, vas-y, je te laisse parler. Donc, bonjour à tous, capitaine Jérôme Langlois. Donc, je suis le référent départemental secours routier pour les sapeurs-pompiers de la Loire-Atlantique. Alors, l'histoire fait qu'il y a des fiches d'aide à la désincarcération qui avaient été réalisées, tout d'abord dans un but pédagogique. On voit le sapeur-pompier en bas qui a cette fiche et qui dispose d'un certain nombre d'éléments au niveau des véhicules pour
localiser les éléments, entre autres, de sécurité passive, les airbags, les prétentionneurs, les cartouches pyrotechniques, qui vont soit, et les montants renforcés, qui vont soit nous gêner lors de la désincarcération, voire nous poser un souci au niveau de la sécurité des victimes et des sapeurs-pompiers si on était amené à écraser, couper ou cisailler ce genre d'éléments. Le but de ces fiches avait été d'abord créé dans un but pédagogique, comme je vous l'ai dit, pour sensibiliser le pompier à ces éléments qui existaient. Et au fur et à mesure, les constructeurs ont, à chaque fois qu'il y avait un nouveau modèle qui sortait, créé une nouvelle fiche. Ces fiches étaient mises entre les mains d'experts comme Pedro en Ile-de-France, qui les vérifiaient avant qu'elles soient estampillées par le ministère de l'Intérieur, la DGSC. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure, il y a de plus en plus de fiches, où on est arrivé maintenant à un nombre de 1600. 1600 fiches uniquement actuellement disponibles, mais néanmoins, c'est beaucoup trop pour pouvoir répondre à la demande et de pouvoir permettre au service de secours de s'en souvenir de mémoire et de dire, bah voilà, l'airbag, elle est à tel endroit, etc. Du coup, d'un besoin pédagogique, on est devenu un besoin opérationnel, et on l'a vu dans notre intervenant précédent, le commandant Barré. Dans les besoins, il avait effectivement identifié les besoins de FAD, que ces FAD soient également numérisés. C'est ce que l'on a fait du coup avec la Société des Incars et Renault, c'est de créer une application qui regroupe ces 1600 fiches. Cette application, elle est simple d'utilisation, elle est rapide, elle ne nécessite pas de connexion 3G, voilà, ni de connexion Wi-Fi, parce que la base de données, elle est disponible à bord du smartphone ou de la tablette, et qui nous permet ainsi de pouvoir très rapidement avoir la donnée et de réaliser la désincarcération ou la mise en sécurité du véhicule. Alors, comme un film vaut mieux qu'un long discours, on va vous lancer. Je crois que moment on entend sur le truc, ça devrait lancer. Voilà, donc tout simplement, le chef d'Agrel a expliqué que tout l'intérêt de la tablette, de son efficacité, de sa rapidité, c'est ce que je disais juste avant. Donc là, on a le cas d'un véhicule équipé d'un QR code. Et vous voyez qu'en 10 secondes, la fiche apparaît sur la tablette. Ces fiches sont utilisées dans le cadre de la formation. Voilà, c'est ce que j'explique, où effectivement ces fiches étaient au niveau opérationnel inexploitables parce que nous avions 1600 fiches. Vous imaginez d'avoir 10 classeurs, 60 fiches, retrouver dans le classeur le bon modèle, la bonne barre, sortir la fiche PDF. Voilà, donc vous imaginez sortir la fiche papier, on est bien sûr, les accidents ont lieu parfois sous temps de pluie, la fiche version papier, mouillée, etc., c'était plus du tout exploitable, donc il fallait vraiment quelque chose de résistant. Donc on va vous faire la démonstration sous vos yeux de l'efficacité. On va vous ramener la tablette avec un morceau de pare-brise d'une Zoé.
pour vous montrer qui veut faire. Quelqu'un, allez-y. Simplement pour vous montrer la simplicité, il suffit juste d'appuyer sur le bouton. On vient scanner le QR code et dès que la netteté se fait, alors c'est vrai qu'on a les spots qui éclairent un peu le pare-brise, donc c'est un peu plus gênant, mais dès que la netteté se fait, on va avoir la bonne fiche du bon véhicule qui apparaît. Alors bien sûr, vous allez me dire, bah oui, mais il faut avoir le QR code sur le véhicule pour que ça puisse fonctionner. Oui, ça c'est l'idéal. On est sûr ainsi d'avoir la bonne fiche et très rapidement, si le véhicule est déformé, de ne pas commencer à rechercher les éléments. Mais on peut aussi faire une recherche manuelle. Donc ça, c'est la deuxième possibilité, où effectivement, on suffit de taper recherche manuelle, de mettre la marque, le modèle, et on a un filtre qui se fait au fur et à mesure, suivant les marques, parce qu'on a les 45 marques de représenter sur cette tablette, et on retrouvera de la même façon notre fiche d'aide à la désincarcération. Voilà. Alors, juste cet élément. Pour faire accès. Bonjour à tous, donc Pedro Calado, je suis coordinateur adjoint du groupe zonal Île-de-France sans secours routier. Donc on a créé cette fiche d'aide à la décision avec Claire Petit-Boulanger et le groupe Renault. Et vous voyez qu'au verso, en fait au recto, toutes les fiches se ressemblent. Donc c'est tous les éléments de renfort structurel, d'éléments pyrotechniques ou autres. Donc la fiche d'avant que vous avez vue quand vous avez scanné. Et au verso, donc la fiche que vous voyez là sous vos yeux, c'est toutes les particularités. Donc la Zoé est un véhicule 100% électrique. Nous avons fait des tests réels en grandeur nature pour le feu. Donc j'en profite pour dire qu'un véhicule électrique, ça n'explose pas. Il n'y a pas de danger particulier lorsqu'il brûle. D'accord. La seule particularité pour éteindre ce véhicule, c'est qu'il fallait éteindre la batterie qui est au lithium-ion. Et pour ce faire, il faut atteindre le cœur de la batterie avec de l'eau. Donc tous les pompiers me disent plein d'agents extincteurs différents. Tous les tests ont prouvé qu'il n'y a que l'eau qui éteint bien et rapidement. Donc avec le concours de Renault, donc pour vous montrer la corrélation qu'il y a entre les constructeurs et les sapeurs-pompiers, il y a une trappe thermofusible qui a été créée, donc on la voit un petit peu, voilà, merci. Cette trappe thermofusible en fait apparaît lorsqu'il y a un incendie du véhicule, qui est dû à 99% évidemment à de la malveillance. Cette trappe thermofusible va fondre, il y a des flammes qui vont sortir par cet orifice, et le sapeur-pompier va mettre de l'eau sans pression. Et en fait, avec 250 litres d'eau pendant 10 à 15 secondes, on noie la batterie et on éteint le feu de batterie. Donc cette fiche d'aide qu'a développée, enfin l'application qu'a développée Jérôme avec Désincar et Renault, voilà. Nous, au niveau des fiches d'aide à la décision, au verso, vous trouverez toutes les particularités des véhicules s'il y en a. Voilà, donc juste pour terminer sur ma partie d'intervention, préciser que cette tablette fonctionne sur l'ensemble des supports existants, Android, Apple, Windows, BlackBerry, parce que BlackBerry Windows c'est absolument le même support. Donc voilà, quelle que soit la tablette, quel que soit le smartphone, vous avez la possibilité de pouvoir télécharger cette application qui est gratuite pour les services de secours, afin de permettre de l'utiliser lors des interventions sur la voie publique et également dans le domaine de l'incendie ou tout autre. Claire, je te laisse porter les conclusions pour Renault. Voilà, donc du coup, pour l'instant, comme je vous le disais, depuis juillet 2014, nous proposons le Rescue Code. Alors, vous avez compris que cette application, elle est utilisable à deux niveaux. Soit, effectivement, c'est pour aider à la reconnaissance et puis, du coup, se passer de toutes les fiches. Mais encore, il faut quand même être capable de reconnaître un peu le véhicule. Donc, la cerise sur le gâteau, comme je disais, c'est d'avoir ce Rescue Code. Ce Rescue Code, pour l'instant, il existe pour tous nos modèles Dacia et Renault et est mis à disposition de nos clients dans toutes les concessions Renault. Donc pour l'instant, c'est effectivement au client qui a déjà une voiture de venir l'acheter. Il a une petite pochette et en fait, on lui vend les deux QR codes avec l'explication pour les indiquer pour 9,95 €. Quand on achète un véhicule, les concessionnaires, vous l'imaginez bien, offrent ce Rescue Code et expliquent où le mettre. Et je suis en train de travailler avec les directeurs de programme de manière à ce qu'on puisse maintenant, dans un avenir proche, je l'espère, graver ce Rescue Code sur nos pare-brises et sur les lunettes arrière de manière à ce que voilà, on l'ait d'office sur tous nos futurs véhicules.
Comme vous l'avez compris, cette application ne contient pas que les fiches Renault et Dacia, parce que ce serait vraiment ridicule d'avoir que nos véhicules. Toutes les marques existantes sont présentes. Donc du coup, pour quelqu'un qui n'a pas une Dacia ou une Renault, ce qui est tout à fait acceptable, il suffit qu'il demande ce rescue code à Désincart. Sur notre stand Renault, vous verrez, on a des tas de petites fiches qu'on peut vous donner. Donc c'est www.rescuecode.fr et qui disent voilà, j'ai tel modèle, je voudrais ce rescue code qui lui sera envoyé. Et vraiment, je compte sur vous pour pouvoir en parler le plus possible autour de vous. Vous le comprenez, c'est pas du tout une action commerciale qu'on veut développer, mais c'est vraiment dans le but de continuer à travailler. C'est pour les services de secours finalement, c'est évidemment pour les occupants du véhicule au final, mais si on arrive à rendre tout le monde le plus efficace possible, le plus rapide possible, on va tous contribuer de cette façon-là à amener le plus rapidement possible les victimes à l'hôpital. Donc voilà, on y contribue de cette façon. Il faut juste maintenant que les gens sensibiliser finalement le grand public à accepter de mettre ce fameux rescue code. On a toujours tendance à dire ça ne m'arrivera jamais, et là ça peut quand même être le cas. Voilà, je vous remercie pour votre attention et on est là pour répondre à vos questions si besoin. Merci beaucoup pour cette présentation. On voit donc que la tablette n'est qu'un outil, hein, c'est ce qu'on avait dit en introduction, et que ce soit les services de secours ou le simple citoyen automobiliste, ils sont toutes et tous acteurs de leur sécurité. Est-ce qu'il y a des questions particulières avant qu'on passe? Alors là-bas. Madame le boulanger, bonjour. J'ai une petite question. J'ai suivi votre... Il faut remonter le micro, il faut vraiment le coller au menton. Pas de souci, merci. Merci beaucoup. Madame le boulanger, bonjour. Oui. Je viens à vous car j'ai une petite question. Je vois que votre PDF inclut tous les véhicules légers, mais pour ma part, je suis titulaire du poids lourd. Est-ce que votre QR code, plus tard, équipera aussi les poids lourds? Alors... contrairement à ce que beaucoup de gens imaginent encore, Renault Trucks, nous n'avons plus les Renault Trucks, c'est Volvo en fait. Je sais bien. Donc on espère bien sûr. Vous voyez, en fait, pour l'instant, ce qu'on se dit, c'est que Renault donne voilà, on lance l'idée, mais on espère bien que les poids lourds, du coup Renault Trucks et tous les autres constructeurs mettront effectivement ce. Mais du coup, je peux pas m'engager pour eux, mais visiblement, Jérôme a quelque chose à rajouter. Merci. Donc effectivement, le souhait, c'est que tous les constructeurs s'y mettent. Néanmoins, l'application le permet. Voilà. C'est-à-dire que demain, si un constructeur sort une FAD spécifique poids lourd, chose qui ne se fait pas encore actuellement, ça sera possible. Si une commune décide que ses tramways disposent de QR code pour faciliter, on peut très bien flasher le QR code et emmener sur une fiche PDF, donc le nombre de pages nécessaires, sur les interventions nécessaires sur le genre de véhicules, de tramway, etc., bus, etc. Donc tout est possible en termes d'évolution. Ce n'est pas forcément limité qu'aux véhicules légers, mais l'évolution est possible. Et dans Loire-Atlantique, on essaie de travailler justement sur l'aspect tramway, etc., avec la commune pour faciliter notre travail également. Merci pour votre réponse. Justement, ma question était la suivante que vous avez indiquée. Merci beaucoup. Une autre question ou bien nous continuons? On continue, parfait. Merci beaucoup. Je vous rends le bout de table basse. On va continuer, on va se rapprocher en définitive du citoyen acteur de sa propre sécurité ou acteur de la sécurité des autres. Je vais laisser la parole maintenant aux représentants d'une jeune société, enfin d'une jeune société, pas si jeune que ça d'ailleurs en définitive, mais qui nous présente une jeune solution pour apprendre les premiers secours. Alors, je vais vous lancer le film pour commencer.
Bonjour à tous et merci de l'invitation pour cette présentation. Donc, je suis Pierre Sabin, l'un des fondateurs d'Abeille Multimédia. Donc en fait, peut-être certains d'entre vous connaissent la société Abeille qui fait des jeux éducatifs, donc qui existe depuis 2003. Et nous avons créé Abeille Multimédia pour éditer Salvom en avril 2014. Donc voilà la signification pourquoi une société ancienne et une société nouvelle. Et donc dans ce projet, nous avons souhaité faire une application qui soit à destination du grand public pour faciliter l'accès au secourisme. Car nous sommes partis d'un constat. J'espère que c'est le bouton. Excusez-moi. Donc, d'après une étude que nous avions conduite en 2013, nous nous sommes rendus compte que plus d'un Français sur deux souhaitait se former au secourisme. C'est quelque chose qu'on sentait mais qu'on voulait vérifier et s'assurer. Et aux personnes qui souhaitent se former au secourisme et qui ne sont pas formées, on leur a demandé pourquoi vous n'êtes pas allé vous former au secourisme. Eh bien, vous voyez, 54% nous ont dit on n'a pas le temps. Donc une formation au secourisme pour le PSC1, c'est une journée seulement. À notre grande surprise, il y en a presque 30% qui ne savaient pas où s'adresser et 17% pour qui il y avait une problématique prix. Donc il y a quelques années, ce n'était pas trop une problématique de sortir entre 60 et 70 € pour une formation au secourisme. Et dans le contexte économique actuel, ça devient de plus en plus problématique. Donc aujourd'hui, on peut se former en moyenne pour 60-70 € sur une journée auprès d'une association agréée au secourisme. L'idée, c'est de permettre aux gens de faire un premier pas dans le secourisme en descendant le prix à 4,99 €. Moins de 5 €, faire un premier pas en téléchargeant cette application et en commençant à se former au moins sur la partie théorique. Donc Salvom va répondre en fait à toutes ces problématiques. Former au secourisme, donc c'est une formation, c'est pas une sensibilisation, c'est pas un outil que vous pourrez utiliser s'il y a un accident devant vous. L'idée, c'est que vous soyez prêt le jour où il y a un accident, vous n'ayez rien, aucun moyen, pas de smartphone, juste vos deux mains, savoir quoi faire. Ensuite, c'est former à distance, donc pour répondre aux problèmes d'accessibilité, donc où que vous soyez, chez vous, au travail, dans les transports, dans une salle d'attente, n'importe où. Diminuer le coût, donc vous l'aurez compris, l'application est vraiment pas onéreuse, donc on a voulu quelque chose de vraiment accessible pour tout public, donc à moins de 5 €. Mais également répondre à la problématique « je suis formé et après ». Donc pas mal de nos partenaires, vous avez vu différentes associations avec lesquelles nous travaillons déjà, nous disent ok, on a fait la formation PSC1, les gens partent et après. Et surtout qu'il n'y a pas d'obligation de recyclage et certains ne sont pas prêts forcément à faire une nouvelle fois une formation PSC1. Eh bien, l'outil va répondre à cette problématique en proposant des mises en situation, en permettant aux gens, après la formation, eh bien, de continuer à réviser, continuer à s'entraîner. Et notre système est sous forme de licence annuelle. Donc la première année, vous payez 4,99 € pour vous former pendant un an. Et ensuite, vous payez seulement 99 centimes pour continuer à avoir accès à l'outil, où nous allons rajouter des mises en situation et qui pourra vous permettre de réviser. Si un an ou deux après, vous posez des questions, eh bien, de quel côté il faut mettre la femme enceinte en PLS, vous ne savez plus combien il faut de compression et d'insufflation, tout ça, vous pourrez vous entraîner et aller réviser dans l'outil. C'est uniquement, bien sûr, l'aspect théorique. Donc pour former au secourisme, bien sûr, comme l'ont dit les intervenants précédents, il faut travailler avec des professionnels. Donc nous avons plusieurs associations agréées de sécurité civile avec lesquelles nous avons travaillé et des expérimentateurs du ministère de l'Intérieur pour élaborer le contenu de Salvom qui répond vraiment convenablement donc, au référentiel lié au PSC1. Ensuite, c'est formé à distance. Pourquoi ? Bien pour simplifier l'accès. Tout le monde aujourd'hui quasiment a un smartphone, tablette ou un ordinateur, un moyen numérique. Et également permettre de gérer son temps. Ce n'est pas une formation où on vous oblige à être devant votre écran pendant 5 ou 6 heures. Vous vous formez quand vous avez du temps. Vous avez 5 minutes tout de suite, vous pouvez faire une mise en situation et un exercice. Vous avez 10 minutes, une demi-heure, et bien vous gérez votre temps comme vous le souhaitez. Diminuer le coût, donc ça j'en ai déjà parlé. Et ensuite permettre de réviser, donc c'est refaire des exercices que vous aurez déjà fait lors de la formation théorique, mais également faire des exercices que vous n'aurez pas fait dans l'application, puisqu'il y a un très grand nombre de mises en situation, et l'algorithme de Salvom permet d'amener l'apprenant vers des exercices qui correspondent à son niveau. Donc au début, lorsque vous allez prendre en main l'application, eh bien vous avez un test de positionnement pour déterminer si vous êtes débutant, intermédiaire ou expert.
Un débutant, c'est quelqu'un qui connaît vraiment rien ou qui a des idées fausses sur le secourisme. Et un expert, c'est quelqu'un qui est déjà formé. Donc le test de positionnement permettra de déterminer quel type de secouriste vous êtes, de permettre à l'algorithme de vous envoyer vers des exercices qui vous correspondent. Il ne s'agit pas de donner des exercices trop compliqués à un débutant, il va décrocher, ou des exercices trop faciles à un expert qui va s'ennuyer et qui va décrocher aussi. Et au fur et à mesure de votre formation, l'algorithme va aller plus loin parce que vous allez pouvoir évoluer, passer de débutant à intermédiaire ou d'expert à intermédiaire dans les deux sens. Et donc les exercices qui vont vous être proposés vont s'adapter au niveau au fur et à mesure de votre formation jusqu'à la fin. Donc le principe de la formation ouverte à distance, donc, qui est autorisé donc, depuis 2012 par le ministère de l'Intérieur. Donc le PSC1, c'est soit 7 heures en présentiel, soit un temps réduit en présentiel, couplé à une formation à distance. Et donc c'est dans ce cadre-là que Salvom a été conçu et qui a reçu d'ailleurs une décision d'agrément qui permet de proposer, de valider la formation Salvom. Donc un particulier va s'inscrire sur Salvom, il va se former lorsqu'il a du temps libre. Et une fois qu'il a terminé, eh bien, dans le logiciel, il va pouvoir rentrer son adresse et trouver autour de chez lui nos partenaires les plus proches de chez lui, pour justement qu'il ait le moins à se déplacer, que ce soit le plus facile pour lui. Il faut savoir qu'il y a pas mal d'associations sur le territoire français, mais il y en a pas mal qui ne sont pas très connues, parce qu'elles sont reliées à une fédération, mais elles n'ont pas forcément le nom de la fédération. Donc vous pouvez en avoir une juste à côté de chez vous, mais vous l'ignorez. Et donc vous ne pouvez pas trouver, puisque vous ne connaissez pas son nom. Mais avec la base de données que nous aurons dans Salvom, eh bien, on va pouvoir géolocaliser à côté de chez vous l'association la plus proche, qui est agréée, qui pourra vous délivrer donc, en présentiel, en une demi-journée, au lieu d'une journée, la formation pratique, et donc aussi s'axer sur la pratique des gestes, ce qui est vraiment très important. Et la différence avec une formation présentielle qui est compressée à une journée, c'est qu'on n'est pas avec du bourrage de crâne, c'est-à-dire que vous avez pris le temps de vous former sur la partie théorique, d'assimiler et peut-être de venir pour le présentiel déjà avec des questions ou des choses que vous n'auriez pas bien comprises. Ce qui est très difficile d'avoir ce recul lorsque vous avez une formation présentielle uniquement pendant 7 heures dans une salle avec 9 autres personnes, hein, puisqu'en moyenne c'est 10 personnes, alors que là l'algorithme va s'adapter à vos problématiques et vous pourrez venir déjà en ayant des connaissances mais aussi des questions. Et ensuite c'est l'association qui vous délivre donc le diplôme. Voilà nos partenaires qui sont déjà engagés. Donc nous avons pris contact avec d'autres associations qui sont venues sur notre stand. Donc je n'ai pas prévu de démonstration ici, donc plutôt pour répondre à vos questions si vous en avez. Et je vous engage à venir sur notre stand si vous voulez des démonstrations et tester l'outil. Merci beaucoup pour cette présentation qui fut, ma foi, très claire et on comprend bien l'intérêt de la FOAD avec ces présentations, alors ludiques, mais dans le bon sens du terme. Hein, la FOAD peut paraître parfois un petit peu obscure, peut-être un petit peu austère. C'est vrai qu'on a là une solution qui la rend plus ludique et plus accessible. Y a-t-il des questions par rapport à Salvom? Oui, au fond. Donc n'oubliez pas de bien coller le micro au niveau du menton pour qu'on vous entende correctement. Bonjour, en fait j'aurais une question justement sans parler de la FOAD, mais ce que j'ai vu justement les jeux de société que vous proposez par rapport aux enfants, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Et j'aurais une question, est-ce que vous avez peut-être d'autres projets par rapport justement comme Salvom, mais orienté plus sur les enfants? Parce que ça c'est vrai que c'est... il y a de plus en plus de petits marmots qui manipulent les tablettes, et du coup est-ce que vous avez peut-être des projets justement dans ce niveau-là ou pas? Merci. Oui, alors Salvom est aussi une technologie que nous avons développée. C'est pour ça que nous sommes soutenus par la région, le département de Seine-et-Marne et le Centre francien de l'innovation, car nous avons développé un processus, une nouvelle pédagogie, où en fait on immerge l'apprenant immédiatement face à une mise en situation, on le demande de réagir, qu'il sache ou qu'il ne sache pas. On va l'accompagner ensuite sur la remédiation. Et donc l'outil technologique est prêt pour créer d'autres formations. Et donc nous avons déjà été sollicités pour créer d'autres formations, donc pour continuer les autres modules sur le secourisme, que ce soit le PSE1, PSE2, des formations incendie ou sur d'autres thèmes.
Et pour revenir aux jeux physiques, donc vous l'aurez compris, Abeille Édition et Abeille Multimédia sont forcément très liés, ce sont les mêmes fondateurs. Et nous avons prévu d'utiliser le contenu de Salvant, mais également pour faire un jeu de société, plutôt axé grand public et adolescents et adultes, donc pas forcément pour les enfants, mais quelqu'un qui a eu une formation déjà au PSC1, qui puisse jouer avec des cartes et retrouver des mises en situation et savoir comment réagir par rapport à ça. Donc ça, ce sont aussi des projets qui sont en cours et que nous développons bien entendu avec des professionnels, puisque tous nos jeux sont soit conçus, soit validés par des professionnels, voire même des ministères. D'accord, merci. Merci beaucoup. Une autre question? Très bien, je vous remercie. On va enchaîner. On a pris déjà pas mal de retard. Docteur Bruno Thomas Lamotte, vous allez nous présenter quelque chose alors de complémentaire qui permet, de manière indirecte en définitive, aux citoyens de trouver un DSA. Ou vous allez nous expliquer en détail alors. Secours Magazine. Secours Expo. Voilà. Autrement, j'ai la clé en plus. Et on appuie sur celle-ci. Bonjour, merci de m'avoir invité pour vous présenter un petit peu toute cette activité que nous faisons sur la géolocalisation des DAE. Alors ça, là, je ne vais pas vous faire un cours sur l'arrêt cardio-respiratoire, vous en savez plus que moi. Et tout à l'heure, Pascal Cassan rappelait les délais. Les pompiers, en général, c'est 7-8 minutes. Le SAMU ou le SMUR, beaucoup plus de temps. Ce qui veut dire que face à l'arrêt cardiaque, nous sommes dans une problématique où le témoin doit intervenir et s'il n'intervient pas, 1 minute de gagner, c'est 10% de chance de survie. Alors, ça, vous connaissez tous ça, c'est ce qu'on dit à tout le monde et c'est là-dessus qu'on s'inscrit, vous allez voir comment. C'est appeler le 15 pour déclencher la chaîne de survie. Bon, dans cet département, je sais, on appelle les pompiers, mais finalement, ça n'a aucune importance. Et je le dis. Masser, c'est les conseils qui peuvent être donnés parce que les gens, c'est pas évident pour vous, devant un arrêt cardiaque, de faire un massage cardiaque, même si on a fait de bonnes démonstrations, etc. Et puis le dernier point, c'est défibriller. Et là, normalement, c'est les services de secours qui devraient pouvoir dire vous êtes à tel endroit, il y en a un qui est disponible, là, allez le chercher, il y a un autre témoin avec vous qui aille le chercher. Eh bien, malheureusement, et c'est le point de départ de notre démarche, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en fait, les SAMU et les SDIS, ça c'était tout à fait en fin 2008, c'est-à-dire 1 an après la sortie du décret, en interrogeant des SAMU et des SDIS, on s'apercevait que la plupart étaient incapables de renseigner les témoins sur le lieu où se trouvait, l'endroit où se trouvaient les défibrillateurs. Et même, j'irai plus loin, est-ce qu'il était en plus disponible à l'heure de l'arrêt cardiaque? C'est très bien savoir qu'il y en a un dans un supermarché, même près de chez soi, mais à 11 h le soir, on ne l'a pas. Alors c'est là qu'on a créé cette association, qui est une association où il y avait des médecins urgentistes, des spécialistes de l'Internet, des nouvelles technologies. C'est-à-dire on répond tout à fait à ce que Pascal Cassan disait tout à l'heure sur qui doit faire partie pour préparer ce type de programme. Et nous, on a un seul objectif, c'est recenser et localiser les défibrillateurs. On ne fait rien d'autre. On nous dit, est-ce que vous faites de la formation? La réponse est non. Il y en a d'autres qui le font très bien, on n'a pas besoin de nous. On en a parlé à la Direction Générale de la Santé, aux sociétés médicales savantes, et tout le monde nous soutient. Mais si je suis très méchant, je dirais, c'est bien, faites votre boulot et débrouillez-vous. Donc, c'est assez classique à ce niveau-là. Alors, aujourd'hui, on en est déjà.
C'est un chiffre que je donne parce que ça montre le travail n'est pas encore fait, puisqu'il y a en France un registre des arrêts électroniques qui s'appelle REAC. Je pense qu'il ne couvre pas la région Paris, mais il couvre toute la France. Et sur l'ensemble des arrêts cardiaques qui ont été enregistrés par les SAMU entre le 1er juillet 2011 et le 31 mars 2014, eh bien on s'aperçoit qu'il y a un défibrillateur sur le lieu de l'arrêt cardiaque dans, j'arrondis, 15% des cas. Ce qui veut dire que dans 85% des cas, il n'y a pas de défibrillateur sur le lieu de l'arrêt cardiaque apporté par un témoin, etc. Bon, quand on connaît les survies après arrêt cardiaque qui sont en France inférieures à 5%, c'est une des raisons qui montre qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour former les gens au massage cardiaque et puis derrière utiliser un défibrillateur. Alors avec qui on travaille? C'est simple, avec tous ceux qui veulent bien nous aider à recenser les défibrillateurs. En priorité, c'est vrai, surtout au départ, les SAMU et les SDIS. Certains distributeurs et fabricants qui jouent bien le jeu. Malheureusement, et je dis bien malheureusement, ils ont des fichiers souvent très incomplets parce que, par exemple, on va trouver conseil général de tel département, 25 défibrillateurs, on dit chouette, c'est bien, et l'adresse, c'est l'adresse de facturation. Donc, pour localiser, tout le boulot reste à faire. Il y a certaines ARS, ça devrait être quand même dans leur mission qui nous aident, mais malheureusement, ce n'est pas le cas de toutes, puisque je n'en mets que 2. La Croix-Rouge, je vais y revenir, c'est très important et c'est une nouvelle étape pour nous. Et puis, tous les citoyens peuvent le déclarer, j'expliquerai comment tout à l'heure. Alors, la Croix-Rouge, je rencontrais régulièrement Pascal Cassan à tous les congrès, puis un jour on a dit il faut qu'on se voit et qu'on en discute. Et on a déjeuné ensemble. Après, on a rencontré le responsable de tous les comités départementaux. Et puis, en fin octobre, le président de la Croix-Rouge, on a cité un partenariat. Ça paraît évident. Nous, on a un boulot unique, on travaille avec tout le monde, c'est recenser les défibrillateurs et mettre les informations à la disposition des services d'urgence. En face, il y a la Croix-Rouge qui est sur toute la France, avec des volontaires, des formations qui se font sur toute la France, toute une information. Donc on devait se rencontrer et l'accord est très simple. Nous, on continue à gérer le fichier, à le mettre à la disposition et l'ensemble des volontaires de la Croix-Rouge qui veulent nous aider en parlent lors des réunions, donnent les informations et derrière peuvent eux-mêmes recenser les défibrillateurs. Je dois dire que ça a démarré il y a peu de temps. On sent déjà que ça s'accélère puisque tous les jours, on a des dizaines et des dizaines de défibrillateurs qui sont déclarés. Alors, quels sont les outils pour le recensement? Il y en a 2. www.defib-arlot, c'est le premier qu'on a mis au point. C'est le plus complet. Il est très intéressant parce que celui qui vient s'identifier à un mot de passe, il peut revenir derrière, compléter, dire qu'un défibrillateur est HS pour un moment donné, derrière venir le remettre en route quand il est revenu, etc. Alors, les différentes rubriques, c'est la géolocalisation. Où est-il exactement? Dans le couloir au premier étage, etc. Parfois, c'est dans le bureau fermé du directeur, ce qui est plus embêtant, mais au moins on le sait, on sait où aller le chercher. L'accessibilité, qui est quelque chose d'essentiel. Est-ce qu'ils sont disponibles 24 heures sur 24 ou pas? Ou quelles sont les plages où on peut les atteindre? Toutes les informations concernant la matériau-vigilance, puisque si on peut le remplir, on a la marque, des automatiques ou non. On a la date de péremption de la batterie, péremption des électrodes. Et derrière, est-ce qu'il y a une maintenance faite ou pas? Et là, on en dira un mot tout à l'heure. Et puis un référent qui est une personne disponible, qui est volontaire, là encore, qui est près du défibrillateur. Et si le service d'urgence l'appelle, qui peut prendre le défibrillateur et aller directement sur le lieu de l'arrêt cardiaque, ce qui permet de gagner la moitié du temps puisqu'il a un aller simple à faire, alors qu'autrement le témoin a un aller-retour à faire. Et puis bien sûr le gestionnaire, je ne l'ai pas mis là, c'est la personne qui gère le parc. Alors c'est un outil donc simple et complet qui permet un suivi et une mise à jour. Mais pour je dirais, monsieur tout le monde du grand public en connaît un, c'est trop compliqué. Donc on l'a simplifié avec sur notre site qui est www.arlod à la rubrique déclarez votre défibrillateur. C'est une déclaration simplifiée qui peut se faire soit en ligne, soit certaines personnes, on voit que l'informatique ne s'est pas passée dans la tête de tout le monde, ils l'impriment, ils le remplissent
et hop, il nous l'envoie. Et c'est très simple, c'est où est le défibrillateur, la plage en bas, l'accessibilité, à quel moment, etc. Et puis derrière, deuxième page, quelle est la personne qui déclare, ce qui nous permet bien souvent de le recontacter derrière parce que ces explications n'ont pas toujours été suffisantes et très claires pour localiser l'appareil. Alors maintenant, l'autre aspect, c'est au niveau des services de secours. Bien c'est pareil, c'est un logiciel qu'on a mis en place qui s'appelle Geoline, c'est-à-dire le SAMU, le SDIS qui travaille avec nous peut rentrer l'adresse de l'arrêt cardiaque, que ça soit ce que vous avez à gauche par l'adresse postale, que ce soit à droite par les coordonnées GPS. Il a d'emblée une cartographie avec la croix, c'est l'endroit où est l'arrêt, le lieu de l'arrêt, autour les plus proches, avec, il y a des petits trucs, voiture, l'étang, voiture ou à pied. Il en choisit un, ça doit être le suivant, et à partir de là, il a tous les renseignements sur l'adresse exacte. Et il y a deux petits trucs en dessous, c'est l'itinéraire précis. Vous prenez la rue Vincent-Auriol, 50 mètres à gauche, vous tournez rue du Pont, et il est au 14 de la rue Machin, au premier étage. Et puis également, les renseignements sur le défibrillateur, la marque semi-automatique ou pas. Alors ça, les services d'urgence peuvent l'avoir pour le défibrillateur qu'ils ont choisi, mais on n'en parle pas puisque ça, c'est un engagement qu'on a pris par rapport aux fabricants et distributeurs qui nous donnent des données. C'est que des petits malins ne puissent pas faire la cartographie des marques pour aller piquer les concurrents et aller vendre à d'autres. Donc ça, c'est... Mais en fait, le service de secours en a peu besoin. Ce qui l'intéresse, c'est de savoir à la limite pour les conseils si c'est un automatique ou pas. Le reste, c'est pas grave. Voilà en gros notre façon de travailler depuis maintenant 2008. Et peu à peu, ça avance. Donc on a encore beaucoup de travail à faire parce qu'on est là d'avoir terminé. Alors, juste un mot au niveau de nos attentes, parce qu'il faut que ça avance en dehors de ce recensement. On discute depuis des années avec la DGS qui voudrait faire une déclaration obligatoire des défibrillateurs pour qu'ils soient localisés. Bon, là, c'est un texte qui n'avance pas. Ça doit passer par le Conseil d'État, c'est très compliqué. Donc, à chaque fois qu'on revoit la DGS, ils nous disent que ça avance, mais nous, on ne voit rien venir. Le deuxième point qui est quand même un petit peu embêtant, c'est une maintenance réelle. Très souvent, les gens les ont achetés, ils ont choisi l'un pour souvent un problème de prix. Ils posent la question, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Non, 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 c'est garanti 5 ans ou 6 ans, mais derrière, il n'y a pas de maintenance. Et on s'aperçoit que parfois, même souvent, il y a des défibrillateurs où on n'a pas changé les électrodes, ils ne sont pas en état de marche, on en a mis dehors et un coup de gel, il n'y a plus d'électrodes, etc. Donc il y a beaucoup... Alors il y a des recommandations qui sont sorties cette année en juin, mais le maire de la petite commune en Loire-Atlantique, puisqu'on parlait de la Loire-Atlantique, ne lit pas tous les matins les recommandations de l'Agence du médicament. Il faudrait que normalement, ça soit très clair pour nous, qu'il y ait un responsable désigné qui est près de l'appareil et qui peut le surveiller tous les jours et qu'on lui explique clairement ce qu'il devait faire. Il faudrait qu'il y ait un cahier des charges établi pour chaque modèle pour qu'on sache les contrôles qui sont à faire. Parce que pour même une petite commune qui a des appareils de 3 marques, ce n'est pas les mêmes dates, ce n'est pas les mêmes durées de péremption, etc., etc. Donc c'est très complexe. Et puis nous, on militerait pour qu'il y ait un contrôle annuel, pour qu'on passe. C'est fait pour les extincteurs dans les sociétés. J'ai dit que c'était l'arrêté du 26 juin 2008. Ce n'est pas fait pour les défibrillateurs et ça serait une manière de contrôler. On pourrait très bien, vous l'avez évoqué tout à l'heure pour Renault, avoir un QR code qui donnerait toutes les indications sur l'appareil, etc. Et s'il y a des modifications, on le transmettra à notre base de données. Ça fera en plus une mise à jour à chaque fois. Dernier point, ça que je le soulève, c'est important, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de défibrillateurs disponibles 24 heures sur 24. Donc, je vous le dis, choisissez l'heure de votre arrêt cardiaque. Bon, et c'est quand même un des points. Et c'est vrai qu'il y a peur, les gens ont peur qu'ils soient volés ou détériorés. Ça existe aussi, mais bon. Et puis le dernier point, qui est une question qui est ouverte, puisque toutes les recommandations parlent de mettre des défibrillateurs dans les lieux publics où il y a beaucoup de passages. La réalité du vécu, c'est ça. C'est 70 à 80%, c'est dans les immeubles.
Et les données du registre REAC dont je parlais tout à l'heure, c'était 73,9% à domicile. Là, il y a aussi des choses à faire. Il y a une résistance, je dirais, des syndics des immeubles importants, parce que bosser sur un défibrillateur et toucher 2% pour s'occuper du problème quand ça vaut 1 500 €, ça ne les intéresse pas beaucoup de s'en occuper, d'avoir des ennuis à ce niveau-là. Et il y a encore, je dirais, des résistances des conseils syndicaux qui, oh là là, ma responsabilité va être engagée, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Pour tout vous dire, je n'ai pas réussi à remettre dans mon immeuble. L'immeuble a voté contre. Alors qu'il y a quand même Paris Habitat qui a un bâtiment sur les 3. Mais ça, je vais m'en occuper. Voilà, donc je vous ai présenté très rapidement tout ce qu'on faisait. Et je dois dire que je suis très heureux aujourd'hui que la Croix-Rouge nous ait rejoints dans cette action, ce qui va nous permettre d'accélérer ce recensement. Merci de votre attention. Merci à vous. Y a-t-il des questions? Oui, juste deux. Voilà. Bonjour. Envisagez-vous de fabriquer une application smartphone pour que n'importe quel secouriste puisse trouver le défibrillateur le plus proche du lieu où il est confronté quand on est, comme on disait tout à l'heure, les deux mains dans les poches? Oui, alors, je ne dirais pas tout de suite, parce qu'on cherche à avancer sur le recensement. Je dois dire qu'actuellement, notre préférence, c'est qu'on prenne la chaîne, j'appelle le 15, et c'est le 15 qui doit répondre et dire où il se trouve. Mais par la suite, on y viendra sûrement un jour, oui. Mais plus tard. Puis on ne peut pas tout développer en même temps. C'est une question aussi de moyens, parce que nous ne sommes qu'une association sans grands moyens. Beaucoup de bonne volonté, mais pas beaucoup d'argent. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on continue et qu'on passe à la dernière présentation de la matinée. Merci bien. Et je vais donc accueillir William Dessoli à côté de moi et on va parler de l'autre bout de la chaîne, puisqu'on a parlé du citoyen, on a parlé des services de secours, on va parler des associations agréées de sécurité civile et de leurs problèmes à gérer leur logistique et surtout des solutions qui peuvent exister. Alors bonjour à tous, mes excuses, j'ai rien à présenter en PDF, on a eu un petit souci avec notre clé USB, donc je vais essayer d'être le plus clair, le plus concis vis-à-vis de la gestion des stocks. Alors, comme on le sait aujourd'hui, principalement les associations agréées de sécurité civile ont un gros problème au niveau de la gestion des stocks, c'est qu'on n'a pas de logiciel adapté. Parmi le peu de logiciels qui existent actuellement disponibles, qu'ils soient gratuits ou payants, ils sont soit mal pensés, soit un petit peu trop vieux pour utiliser le matériel de secours qu'on utilise actuellement. D'accord ? Il faut savoir qu'on a beaucoup de normes actuellement dans le matériel de secours, et si les logiciels ne sont pas maintenus à jour, malheureusement, ces normes ne le sont pas non plus, et résultat, on a un distinguo qui est entre le matériel de secours actuel et ce qu'on a dans les bases de données des logiciels. Voilà. Donc, nous, partons de ce constat, on s'est dit, pourquoi ne pas développer un logiciel qui sera tout simplement dédié aux associations agréées de sécurité civile, pourquoi pas dans un second temps au SDIS et au SAMU, pour avoir un objet qui est totalement interopérable et interservice. Donc voilà, donc parmi les logiciels existants, on pourrait citer par exemple Gestion Pharma, qui est un logiciel totalement gratuit, mais qui nécessite quand même des compétences particulières au niveau de l'installation, puisqu'il faut absolument avoir Microsoft Access minimum 2003 pour pouvoir l'installer. Ça demande quand même quelques petits paramètres que l'on doit faire, et tout le monde n'est pas installateur ou développeur web, et tout le monde ne sait pas faire ça. Donc voilà, donc ça pose quand même quelques petits problèmes au niveau de l'accessibilité au grand public. On a d'autres logiciels qui, eux, sont payants, mais qui ne sont pas spécialement adaptés aux besoins des associations, ce qui pose donc évidemment la même chose, un problème au niveau de l'utilisation. Voilà. On a aussi beaucoup de problèmes sur ces logiciels-là au niveau de l'ergonomie, du design et de la simplicité d'utilisation. Bien souvent, ce sont soit des usines à gaz qui sont très complexes à utiliser, avec des interfaces qui sont très peu adaptées, soit aux ordinateurs actuels, pour lesquels on a des écrans qui sont maintenant de relativement grande taille, soit qui sont tout simplement pas adaptés à l'utilisation qu'on fait actuellement des logiciels. Il faut savoir que maintenant, notamment avec tout ce qui est application mobile, application tablette, etc., on arrive à avoir des designs et une ergonomie qui est relativement simple d'utilisation
pour une personne qui soit habituée à utiliser tous les jours de l'informatique ou au contraire des gens qui ne sont pas du tout habitués. L'objectif, c'est d'avoir un logiciel qui soit totalement simple d'utilisation pour monsieur tout le monde. Hein, c'est pas parce qu'on est un secouriste aguerri ou un logisticien qu'on sait forcément bien utiliser l'informatique. Pour cela qu'il faut absolument un logiciel qui soit simple d'utilisation. Ça, c'est vraiment le maître mot. Voilà. Donc l'objectif de ce genre de logiciel que nous avons développé, que nous appelons Engine 55, c'est principalement de faire gagner du temps aux secouristes. Il ne faut pas oublier que les logisticiens qui sont dans les associations agréées de sécurité civile, oui, c'est ça, sont principalement des bénévoles, d'accord, et aussi des secouristes le reste du temps. Ils aimeraient bien aussi participer au reste des missions de secours, que ce soit des postes de secours, des gardes pour d'autres, etc. Donc forcément, si on passe beaucoup de temps à gérer les stocks, ça peut peser sur le moral et ça peut forcément amener vers une démission du poste pour pouvoir faire autre chose. Ce n'est pas l'intérêt des associations. Donc voilà, donc l'objectif c'est de faire gagner du temps et que ce soit simple d'utilisation. Autre chose, l'objectif, nous, de notre logiciel principalement, c'est d'avoir un logiciel qui est connecté. Voilà, donc pour permettre une plus grande mobilité de l'application et surtout permettre aux logisticiens, y compris quand il est sur poste de secours et qu'il n'a pas spécialement grand-chose à faire, ce qui nous arrive 80% du temps, de pouvoir, en attendant l'intervention, gérer ses stocks, gérer son matériel et pourquoi pas également informer et même former son personnel à l'utilisation de nouveaux matériels, ce qui peut être intéressant. Voilà. L'objectif de notre application, c'est aussi d'avoir une application qui est interassociative. On a beaucoup de guerres des chefs et de guerres des clans dans les associations. On a tendance à rester entre soi. Pourquoi ne pas partager les informations qu'on pourra avoir, les bons plans, les connaissances et s'entraider même à la gestion des stocks. Pas oublier qu'un logisticien dans une association agréée de sécurité civile n'est pas forcément un professionnel, peut-être que ce n'est pas son métier, il fait peut-être autre chose à côté, et donc il ne connaît peut-être pas toutes les subtilités de la gestion des stocks. C'est pourquoi il pourrait être intéressant de partager ces informations entre associations et pourquoi pas plus tard entre services. Voilà. Donc plus tard, nous prévoyons également la logistique pour les situations de crise, les situations par exemple à nombreuses victimes. On pourrait imaginer des sapeurs-pompiers ou même des associations agréées de sécurité civile qui donc apporteraient des moyens logistiques, que ce soit à la fois des CAI, des centres d'accueil des impliqués pour les victimes, soit des véhicules de secours comme on peut le voir actuellement sur tout ce qui est grande catastrophe. Prenons par exemple une des dernières catastrophes en date, Bretigny, où on a eu le déraillement d'un train. On a eu beaucoup de véhicules de secours qui ont afflué sur les lieux, ce qui est absolument normal pour une catastrophe de ce type. Le problème, c'est qu'arrivé à un moment, les véhicules de secours à victimes sont arrivés à court de matériel. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas-là? On fait appel à un nouveau véhicule de secours à victimes avec un nouvel équipage pour amener du matériel sur les lieux de l'intervention. On pourrait imaginer, pourquoi pas, à l'intérieur des véhicules, une tablette où il y aurait différents niveaux de stock, où l'opérateur pourrait tout simplement dire à quel niveau est son stock via un moyen de code couleur et donc informer immédiatement le commandant des opérations de secours de l'état actuel de ces véhicules, ce qui pourrait éventuellement éviter d'avoir un nouveau VSAV qui se présenterait sur les lieux, mais pourquoi pas un véhicule logistique avec uniquement du matériel de secours pour traiter les victimes. Voilà, donc ça permettrait d'avoir moins de personnel sur les lieux, le personnel uniquement nécessaire qui resterait sur les lieux, et le personnel logistique qui, lui, pourrait mettre en place tous ces moyens de réarmement. Voilà, ça sera tout pour moi. Je vous remercie de m'avoir écouté et vous pouvez toujours nous rendre visite sur le stand B3 qui est juste à côté. Et on n'hésitera pas à vous faire une présentation et à vous montrer un petit peu ce que fait notre application actuellement. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup, Monsieur Dessoli. Est-ce qu'avant d'avoir une visite, il y a quelqu'un qui souhaite poser une question ? Non. Eh bien, merci à toutes et à tous. Merci aux intervenants, merci au public. Je sais qu'on a largement débordé. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de dimanche, puisque, oui, on est très largement débordé, puisqu'il reste encore quelques conférences cet après-midi. Merci bien.